Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue à ce quickie. Alors, j'ai appris que j'avais 20 minutes et qu'hier, j'ai mesuré, j'en ai à peu près le double. Non, non, normalement, ça devrait tenir, j'espère bien. Et je suis venu vous parler d'un des sujets qui m'intéresse pas mal dans JS, qui était une des belles évolutions de JS, probablement la meilleure évolution de JS, et qui est passée en fait un petit peu en dessous des radars, qui sont les générateurs. Alors, bienvenue, ça va être une session de live coding. J'ai pas de slide à part celui-là. Donc, qui ici code en JS et qui connaît les générateurs? Ah, quand même, il y en a quelques-uns. Bon, bah, j'espère que je vais vous faire découvrir ça à travers notamment un petit exemple. Et cet exemple, parce qu'en fait, j'ai fait aussi beaucoup de C# par le passé. Et il y avait une belle évolution en C#, c'est à peu près il y a 10 ans, un peu plus, sorti en 2008, qui s'appelle LINQ, qui est une espèce de langage dans le langage, qui ressemble à quelque chose comme ça. Et LINQ, en fait, ça ressemble un peu à du SQL. Hein. Vous voyez, on a rajouté quelques mots-clés, mais c'est une librairie de méthodes d'extension qui permettent de manipuler des ensembles. Et évidemment, le faire efficacement, parce que si on commence à manipuler des ensembles énormes, on ne va pas tout faire des transformations de l'ensemble. Et nous, on va voir comment on peut essayer de recréer la même chose avec les fonctions génératrices, ou quelque chose de... quand je dis la même chose, c'est très prétentieux, mais quelque chose qui pourrait s'en approcher, et ça grâce au générateur. Alors, je m'appelle Jérôme, je bosse pour une startup qui s'appelle Fretlink, qui est dans le fret routier, qui est un sujet déjà passionnant, mais en plus on a une petite caractéristique, c'est qu'en plus de faire du JS chez nous, on fait aussi du Haskell et du PureScript, et on met ça en prod. Voilà. Donc s'il y en a qui sont intéressés par les types, mais qui ne veulent plus de classe, ni de nul, ni d'exception, bah, vous pouvez venir me voir à la fin. Ok. Alors, avant toute chose, je vais introduire un petit peu ce que c'est que les générateurs. Donc pour ça, je vais aller dans Node. Je suis en 10, ça devrait aller. Vous connaissez tous les fonctions. Si je prends une fonction, que je lui passe 2 paramètres et que je retourne la somme... Pardon, c'est pas assez gros. C'est mieux? Ok. Que je retourne la somme de ces deux nombres, évidemment, si je fais 1,3 par exemple, vous m'attendez 4. Bon. Maintenant, si je redéfinis une fonction, j'ai la possibilité depuis ES 2015 de définir une fonction, je l'appelais G, mais qui n'est pas seulement une fonction, mais qui est ce qu'on appelle une fonction génératrice. Et pour définir une fonction génératrice, je vais dire fonction étoile. Si j'exécute la même fonction, qu'est-ce que je vais avoir? Rien. Enfin si, j'ai pas 4, j'ai un objet. Qu'est-ce que c'est que cet objet? On va regarder ce qu'il y a dessus. Et là, vous voyez, ici, j'ai grosso modo 3 fonctions intéressantes. J'ai un next, un return et un throw. J'ai surtout un next. Ce que m'enseigne ce next, c'est qu'en fait, l'objet qui m'est retourné quand j'ai appelé la fonction génératrice, c'est un itérateur. Et sur cet itérateur, je vais pouvoir appeler next autant de fois que j'ai la possibilité de le faire. Ok. Bon. Je vais récupérer... alors moi, j'aime bien var. Bon, voilà. Hop. Et je vais récupérer mon générateur et je vais faire next et je vais regarder ce que me retourne next. Next ne va pas me retourner directement 4. Next, dans la spec.js, donc quand je lance un générateur et que j'appelle la fonction next, cet itérateur me retourne en fait un objet qui a 2 propriétés. La première, c'est la value, donc là en l'occurrence le 4 auquel je m'attendais, et une propriété qui s'appelle done, qui m'indique que l'itérateur est terminé. Donc je peux itérer dessus, mais en l'occurrence je n'aurai pas de nouvelle valeur. Et dans la spec, en l'occurrence, la valeur suivante c'est undefined, et ça je peux le faire autant de fois que je veux, j'aurai toujours undefined done à true. Okay. Alors si ce done est à true, ça veut aussi dire qu'il peut être à false. Et en effet, si je suis dans une fonction étoile, dans une fonction génératrice, j'ai accès à un nouveau mot-clé qui s'appelle yield. Et on va voir ce qu'apporte yield. Donc je vais relancer mon générateur. Et je vais appeler l'itérateur. Et là, vous voyez que j'ai quelque chose d'un petit peu différent. J'ai toujours ma valeur 4. Par contre, done est à false. Et effectivement, je peux toujours appeler next, comme tout à l'heure.
Et donc là, je vais avoir ma value à undefined et le done qui va être à true. Donc là, ma fonction est terminée. Pourquoi j'ai value undefined done à true? Tout simplement parce que comme dans ma fonction, je n'ai pas un return explicite, par défaut, j'ai un return undefined, hein, qui est implicite. Et donc ce return undefined, je le retrouve ici, et donc la fonction est terminée. L'itérateur plutôt est arri. Ok? Alors je peux m'amuser à faire des trucs assez sympas, qui pour le coup, vous allez peut-être vous demander à quoi ça sert, mais on le verra après. Je relance mon générateur. Et je vais refaire, alors là je commence à être tout en bas, je remonte, je vais refaire un point next. Et là vous voyez, j'ai bien, hop, ma valeur A qui a été, hop, ah oui effectivement j'ai perdu des trucs, j'ai fait un yield A et j'ai bien ma valeur A et mon done est à false. Et effectivement si je rappelle next, en fait là, à ce moment là j'ai la prochaine valeur de mon itérateur. Et ça je peux le pousser à l'extrême, notamment parce que je peux faire quelque chose comme ça, et je peux par exemple yielder. Je peux yielder d'autres valeurs et je peux même faire ce qu'on appelle un yield star. Yield star, c'est le cran d'après, c'est-à-dire que je vais yielder chacune des valeurs de quelque chose qui est itérable. Donc un tableau, par exemple, ici, si je fais ça, que je fais un premier next, je vais avoir mon value 1 done false, le suivant, mon value 4 done à false, le suivant, j'ai la première valeur de mon tableau, etc. jusqu'à arriver à la fin de l'exécution de mon itérateur. Okay, et donc, en fait, ce que vous voyez là, c'est que j'ai la possibilité avec les générateurs d'avoir quelque part le control flow sur l'exécution. En fait, ma fonction me dit, tiens, je te rends la main et dis-moi quand est-ce que tu veux que je me réexécute, que je continue à m'exécuter. Bon. Alors, dit comme ça paraît pas super intéressant, mais il y a tout un tas d'applications qui sont juste passionnantes. Il y en a une que vous connaissez, que vous utilisez peut-être tous les jours, mais j'en parlerai peut-être après. Et là, avant ça, je vais essayer d'illustrer ça avec du code. Alors là, si tout à l'heure, vous ne voyez pas, là, est-ce que c'est lisible? Ouais, à peu près au fond, c'est bon? Ok. Alors, je vais partir d'un principe. Ce que je voudrais, c'est que j'ai effectivement un tableau que j'aimerais transformer. Donc là, j'ai un tableau, hein, tout ce qu'il y a de plus classique en JS, sur lequel j'applique un filter. Donc là, je prends juste les nombres pairs, et sur lequel ensuite j'applique une transformation via map en faisant juste un plus 1. Donc quelque chose de très classique. Et effectivement, si j'exécute ce code-là, donc on va sortir d'ici, si j'exécute ce code-là, j'obtiens ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire 357, qui est juste le plus 1 de 246. Okay, jusque-là, l'exemple est assez simple. Bon. Le problème de ce code-là, c'est que vous voyez que le filter et le map s'exécutent exactement au moment où ils sont déclarés. D'accord ? C'est-à-dire que je n'ai pas la possibilité de faire ce qu'on appelle de la lazy evaluation. Ça pourrait être intéressant pour tout un tas de cas. Par exemple, je pourrais avoir envie de déclarer un espèce de pipeline de transformation à un endroit, de l'utiliser à un autre endroit, voire de le composer avec un autre bout de pipeline qui est déclaré à un autre endroit. Bon. Et ça, sans lazy evaluation, c'est compliqué. Parce que l'autre complexité aussi qu'on va avoir, c'est qu'une fois que ça c'est déclaré, si je veux avoir la même transformation de l'autre côté, le pipeline va se réexécuter aussi. Bon. On va pouvoir faire mieux, mais pour ça, on est obligé de sortir de l'API classique des tableaux et on va être obligé de passer par un module. Donc ma source de données, là, c'est-à-dire mon tableau, je vais l'encapsuler dans un module dont j'ai commencé, pour gagner un petit peu de temps, à déclarer la coquille. Et sur ce module, je vais redéfinir tout un tas de fonctions qui vont permettre d'appliquer des transformations sur ma source de données. Et évidemment, puisque je n'ai pas la possibilité, puisque j'ai besoin d'évaluer de manière lazy mon pipeline, je ne vais pas implémenter ou je ne vais pas utiliser les tableaux de la même façon. Qui plus est, une fois que j'ai déclaré mon pipeline, il faut que je puisse l'exécuter. Donc pour ça, on va dire que, par exemple, j'ai une fonction run qui va venir consommer. Cette fonction run va venir vraiment consommer les valeurs qui sont dans ce pipeline. Et en l'occurrence, je vais juste faire un console.log de ma valeur, juste pour qu'on regarde. D'ailleurs, je vais mettre un petit texte, parce que ça va nous intéresser pour la suite. OK.
Donc pour implémenter ce module, pour faire la lazy evaluation, j'ai un outil qui est absolument excellent en JavaScript, qui s'appelle les fonctions. C'est-à-dire que plutôt que d'utiliser directement la source, je vais utiliser des fonctions qui ne seront appelées qu'à la fin. Et je vais faire un espèce de pipeline où je vais composer les fonctions, chacune des étapes de mon pipeline. Bon. Ici, cette première fonction, ce qu'elle va faire, c'est elle va initialiser le pipeline, et donc à ce moment-là, au moment où on va l'appeler, elle va retourner la source de données. Et ensuite, je vais implémenter mon filter et mon map. Alors là, vous voyez, j'ai commencé à faire un petit peu le taf. Je fais une composition qui est extrêmement naïve, c'est pas du code très génial, mais pour les besoins de la démonstration, je l'ai écrit de cette façon-là. Et là, en l'occurrence, ce que vous voyez, c'est qu'effectivement, le reste de mon pipeline qui me retourne quelque chose sur lequel je peux itérer, et ben, j'ai commencé à faire un for, et là, pour implémenter mon filter, j'ai juste à appeler mon prédicat sur ma valeur. Et si la valeur respecte le prédicat, à ce moment-là, je vais retourner cette valeur. Ouais, c'est ça. OK. Et ici, je vais juste rajouter un petit console log pour qu'on regarde un petit peu ce qui se passe à l'exécution. From filter, ici, V. OK. De la même façon, map, ce que je fais ici, c'est que là, j'ai le reste de mon pipeline, et puis je redéfinis mon pipeline qui est scopé dans mon module. Hein. Et cette fonction-là va appeler le reste, itérer dessus, et de la même façon, elle va... alors, je vais rajouter mon console log tout de suite pour dire que là, je suis dans le from. Et ici, je vais juste retourner l'application de la transformation sur le V. Okay, c'est la fonction que j'ai passée ici. Okay. Et à chaque fois, je retourne mon module, évidemment, parce que ce que je voudrais, c'est pouvoir chaîner mes opérations. Et sauf quand je suis dans le run. Quand je suis dans le run, je vais consommer mes valeurs. Et là, de la même façon, je vais faire un petit for off qui va consommer cette coup-ci directement le pipeline, et donc toute la chaîne que je viens de construire, et qui va simplement consommer consume. C'est pour ça que je ne le trouvais pas. Consume value. Voilà. OK. Ça va? Pas très compliqué. Bon. OK. Ouais, c'est vrai que dans 20 minutes, ça va très vite. Hein. Il reste rapidement plus que 10 minutes. OK. Donc, on va exécuter ça. Et on va regarder comment ça se passe. Ça ne marche pas, tout simplement. Pourquoi? Parce que blablabla. Ah oui. Alors ouais, en plus, alors ça c'est un truc à la con. Tu changes ton code juste avant, donc c'est pas off. Enfin, putain, j'écris plus de boucle for, c'est infernal. Tac, je crois que c'est un for in de mémoire. Ah. Tu veux changer pour aller plus vite et au final tu tapes une exception. Est-ce que ça marche? Ça marche. Non, ça marche pas. Alors, très bien. Bon, du coup, je vais changer la façon dont je vais faire le truc. Et je vais juste appeler en sachant que j'utilise des tableaux de l'autre côté. Alors ça, c'est très malin, ça. Faites pas ça. Hein. Faites pas ça chez vous. Ça, c'est bon. OK, ça, on est bon. Et alors là, sauf que j'ai appelé le filter dans le map, tout va bien. En 20 minutes en plus. Hop. En plus, j'ai fait ça pour gagner du temps, quoi. T'y crois, toi? Rest.filter. Et là, tac. J'ouvre ça là. Je ferme ça là. Et ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'il me dit là? Rien. Si. Ça, il faut que je le retourne, sinon ça ne marche pas. C'est juste à cause du point virgule. Il y a une accolade en trop. Ah oui, exact. Merci. Alors, est-ce que ça marche? Ouh, one again. Désolé, vraiment désolé. Première version marché. Non, elle marche pas du tout en fait cette fonction. Ah, ça y est, j'ai fucké. Filter, ouais, pardon, excusez-moi. J'ai pas appliqué le prédicat. Voilà. Ah, le mec est pas du tout. Voilà, ça y est, on y arrive. Bon, désolé. Merci.
Surtout que c'est pas ce que je voulais montrer et je me suis enlevé 3 minutes. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on voit dans cette exécution? Alors, vous voyez, je retrouve bien mon 3, 5, 7. Par contre, effectivement, je suis dans une autre façon de consommer mes valeurs. Je les consomme valeur par valeur. Alors, là, j'ai laissé ça comme ça. J'aurais très bien pu faire un espèce de tout arrêt qui retransforme ça en arrêt pour avoir mon résultat final. Simplement, en fait, ce que je voulais vous montrer, c'était ces différentes étapes par lesquelles je suis passé. Et ce que vous voyez, il y a des espèces de blocs qui se dessinent. Et ces blocs se font par type d'opération. D'accord ? C'est-à-dire par toutes les étapes de mon pipeline, j'ai transformé à chaque fois l'ensemble de mon tableau avant d'arriver à la fin. Bon. Ce qui veut dire quoi? C'est intéressant. Par contre, le problème, c'est que si je veux récupérer la première valeur, toutes les étapes d'avant, je suis obligé de les exécuter. Je suis obligé de filtrer 6 et de mapper 6. Okay? Ce qui n'est peut-être pas très intéressant. Et on va voir comment, avec un petit hack et grâce au générateur, je vais pouvoir changer ça pour avoir quelque chose de petit peu plus intéressant. Alors, pour faire ça, plutôt que de manipuler des fonctions ici, je vais manipuler des générateurs. Et ici, hop, non, si je ne fais pas ce qu'il faut, ici, en fait, je vais consommer, ouais, for off, ouais, tu me le fais, merci. Je vais consommer chacune des valeurs de ma source, si j'y arrive, et vu que je suis dans une fonction génératrice, je vais pouvoir yielder chacune des valeurs. D'accord ? Alors, j'aurais pu faire un yield étoile, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, mais là, pour les principes de la démo, je vais laisser ça comme ça. Alors ici, évidemment, vu que je vais consommer un générateur, je ne peux plus le consommer exactement de la même façon. Donc l'implémentation va bouger. Ça devient une fonction génératrice qui appelle une autre fonction génératrice. Par contre, là, effectivement, je vais revenir à l'implémentation que j'avais tout à l'heure, c'est-à-dire un for off pour avoir, je vais garder V, sinon ça va me péter à la gueule. Tac, et tac, DD. Non, là je vais le mettre là, ça j'en ai plus besoin. Voilà. Et donc j'ai toujours mon for filter, ok. Et ici, au lieu du return, je vais yielder ma valeur. Ici, de la même façon, je vais avoir la même implème, c'est-à-dire toujours un for off, V. Ouais, pardon? Il y a une accolade en trop dans le filter, exact. Pourquoi il me gueule pas dessus, lui? Ah, oui, exact. Merci. Hop, c'est cette ligne-là que j'ai pas besoin, dont j'ai pas besoin. Et ici, ouais, évidemment. Et ici, je vais, plutôt que retourner ma valeur, je vais yielder ma valeur. Ok. Merci. C'est celui que j'oublie d'habitude. C'est là-dessus que je me plante, cette démo. Le run marche de la même façon, tout simplement parce que je peux consommer mon pipeline comme dans un for off sans problème. Ok. Donc là, normalement, si tout va bien, on devrait avoir quelque chose qui s'exécute différemment. Non, je me suis encore couru quelque part. Putain, mais c'est pas possible. Filter, machin. Non, je me suis pas gouré ici. Non, je me suis... Ah oui, exact, oui, pardon. Excusez-moi. Il faut que j'implémente le filter jusqu'au bout. Ça m'a perturbé cette histoire, c'est pour ça que... if predicate, v, tac. Je vais y arriver. Là, et yield v. Ouais, celui-là, je l'avais. Merci. C'est gentil, merci de votre compassion. Et là, si j'exécute, wouh, ça y est, non, si, c'est bon, ça marche. Alors, ça marche, mais on ne voit pas trop ce qui se passe. Donc, je vais rajouter juste un petit truc tout là-haut. Je vais rajouter un console, des petits logs comme ça. Hop, je vais rajouter un gros trait quand je gère une valeur et je vais afficher cette valeur depuis la source, ici, voilà. Ah, merci. Ok. Ah, putain, mais c'est pas possible. Value. Putain, tu l'as fait parfaitement à la maison.
Alors, regardez un petit peu ce qui se passe. C'est que là, effectivement, je suis passé de from source 1 et j'ai pas eu. Déjà, les blocs qui sont dessinés sont plus par étape, mais sont par valeur. Et si bien que le 1, il n'a pas passé le cap et je n'ai pas utilisé les autres valeurs. J'ai pas fait tous les filters avant d'utiliser 2. Vous voyez, et de mapper 2. D'accord ? J'ai tiré une valeur à travers tout le flux. Et c'est uniquement quand j'ai eu une valeur qui m'intéressait qu'elle a pu aller jusqu'au bout et que je suis passé ensuite à la suivante. D'accord ? Donc là, je peux vous le montrer encore d'une autre façon, parce que ici, j'ai en gros un first pour aller récupérer juste la première valeur. Et là, en fait, je vais juste consommer. Alors, pour consommer la première valeur, je vais juste faire appeler mon pipeline, faire juste un next comme on a fait tout à l'heure, et appeler la value. C'est ça qui m'intéresse de consommer. Et, mince, pardon, en bas là, tac, au lieu du run, on va faire un first. Et ici, quand j'appelle, j'ai pas sauvé. Et ici, vous voyez, je suis même pas allé chercher les autres valeurs. Dès qu'il a trouvé une valeur, il s'est arrêté. Il a arrêté d'aller consommer sa source. Et ça, c'est intéressant en termes d'empreinte mémoire notamment. Et vous voyez, j'ai même pas changé ici, j'ai même pas changé ici le module. Le module encapsule tout et c'est juste le fait d'avoir utilisé des générateurs et d'avoir fait yield qui est venu tirer de proche en proche à l'intérieur du pipeline chacune des valeurs. Donc ça, c'est juste un des exemples que je voulais donner sur les générateurs. Il en existe d'autres très rapidement parce que je crois que je suis à la fin de mon temps. Mais typiquement, quand je vous ai dit qu'on pouvait yielder n'importe quelle valeur, on peut aussi yielder des promesses. Et le point next, si vous l'appelez après votre point zen, bah vous pouvez attendre que la promesse soit résolue pour ensuite communiquer à travers point next. Ça, je ne l'ai pas montré. On peut communiquer une valeur qui a été résolue. Et ça c'est la brique de base qui est à la base de async await. Donc les générateurs sont aussi à la base de async await. Les générateurs, vous pouvez les utiliser aussi à travers des libs, souvent, notamment Redux Saga, pour ceux qui utilisent, ou qui font un peu de Redux, je vous conseille d'aller regarder Redux Saga, qui vous donne la possibilité de programmer par effet. C'est-à-dire que vous vous occupez plus des effets, des side effects, des appels via du réseau. Vous lui dites juste quel type d'appel vous voulez faire et c'est le framework qui le prend en charge. Ce qui fait que votre fonction, elle ne fait que retourner des effets, qui sont juste des descriptions de ce que vous voulez faire. Et donc, qui donnent des fonctions à la fois testables et en même temps qui permet à Redux Saga de gérer le control flow. Je vous ai parlé de Link aussi au tout début, et Link est construit sur cette base-là. C'est-à-dire que Link, les générateurs ou les fonctions génératrices, on appelait ça les itérateurs en C#, c'est arrivé en 2005. Alors ça existe en Python, ça existe en Kotlin, peut-être un jour dans Java. Mais ça permet effectivement ce genre de choses, et notamment l'évolution LinkQ que vous avez vu tout à l'heure, elle n'est possible que parce qu'il y a eu Link qui est arrivé, parce que Yield est arrivé à un moment donné. Voilà, je crois que je suis au bout de mon temps. Je vous remercie, je suis désolé pour d'avoir pourri la démo.